merci pour votre exposé qui est très clair et complet. Je voulais juste un petit peu insister sur un aspect, l'aspect niçois par exemple, quand vous nous dites que c'est à Nice, les socialistes et les communistes anticipent en quelque sorte le Front populaire. Ça s'explique par un certain nombre de raisons, proprement niçoises en particulier. Le danger fasciste à Nice, il a un visage, c'est Mussolini, c'est l'Italie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Nice, le consulat d'Italie à Nice, c'est une forteresse en pierre de taille qui était là pour, comment dirais-je, montrer les revendications de Mussolini sur Nice. Et donc, en plus, il y avait des agents fascistes stipendiés pour le consulat. Hein. Il y a tout un tas de rapports des renseignements généraux qui nous montrent que la colonie italienne est gangrénée, si vous voulez, par des agitateurs, des espions fascistes. Et donc, ça, je crois que la gauche niçoise en avait conscience, et donc ils ont mis de côté leur querelle, parce qu'effectivement, il y avait un danger ici plus grand qu'ailleurs. Pour ce qui est des vagues de naturalisation, effectivement, mon père, lui, qui est né en Italie, comment dirais-je, c'est un de ses patrons qui lui avait, comment dirais-je, travaillé dans l'hôtellerie, qui lui avait conseillé de se faire naturaliser, pardon, il l'a fait dès 1931, hein, parce qu'il y a, comment dire, et c'était à Menton, et comment dirais-je, au sein de la colonie italienne, ça n'était pas forcément très bien vu, parce qu'effectivement, il y avait des clivages assez forts, quoi. Autre chose aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est cette atmosphère d'allégresse du Front populaire. Il y a eu des... Écoutez, moi, enfin, tout le monde s'en réclame. Enfin, du moins, moi, écoutez, en 68, j'étais étudiant, je faisais un mémoire de géographie à Menton, ma ville natale, et je faisais des enquêtes auprès des commerçants, enfin, des hôteliers, etc. Des gens pas franchement à gauche, qui, lorsqu'ils parlaient du passé, pour 36, pour eux, c'était merveilleux. À les Angoires, ils avaient carrément fait la grève, etc. Vu la façon dont je les connaissais, j'en doutais un peu. Mais en tout cas, c'était un souvenir joyeux et interclasse à la limite. Je n'ai trouvé aucun patron pour baver sur le Front populaire. Hein. Par contre, comment dirais-je, tout un tas d'ouvriers, d'employés, etc., de pères de copains, qui en gardaient un souvenir très fort. Hein. Ça dansait, et surtout, quand on avait fait plier les patrons, on était quelqu'un. Hein. Il y avait une fierté absolument remarquable. Comment dirais-je, les images classiques, c'est aussi les balles à l'intérieur des usines et tout ce qui s'ensuit. Hein. Là, il y avait cet aspect-là, comment dirais-je, où on était content. On était content parce que les revendications avaient été acceptées et aussi parce qu'on avait restauré sa dignité. Merci. Non, je crois que vous avez... Bon, je ne vais pas insister, mais vous avez totalement... Je réponds maintenant, vous avez totalement raison. C'est vrai qu'à l'intérieur des entreprises, bon, c'est la joie. Hein, c'est la joie, bon, avec une forte discipline. Hein, par exemple, dans les entreprises mixtes, les femmes ne sont pas admises la nuit. Parce qu'on ne veut pas qu'on puisse dire que l'occupation transforme l'entreprise en lupanar. Bon, c'est vrai que c'est la joie. Hein, c'est la joie, bon, ça. Il faut dire aussi que on parle des grèves qui ont duré jusqu'en juin. Attention, dans les entreprises, il n'y a pas, ça dépend. Hein, vous avez des fois 3 jours de grève, une demi-journée de grève, 15 jours. On ne fait pas grève pendant un mois. Hein. Ça dépend si le patronat ou le patron admet les revendications, et en particulier au niveau de la signature des conventions collectives. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'on a toutes les photos, vous savez, il y a plein de photos où les terrassiers, bon, comme ils n'ont pas de femmes, ils dansent entre eux, hein, l'accordéon, dans le midi, on joue au boule et tout. Quand même, dans certaines entreprises, c'est pas si simple. Sauf peut-être dans je vois sur les Bouches-du-Rhône, là où le patronat, comme Fraissinet et tout, est très structuré et tout, les rapports entre salariés et patrons sont très vifs. Dans certaines entreprises, le patron est interdit d'usine, ou alors il doit suivre une espèce de chemin qu'ont tracé les ouvriers. Hein. Donc il y a des tensions. Mais dans l'ensemble, ce sont des grèves joyeuses. Ben, elles s'expliquent. Il n'y a pas de répression. Il n'y a pas de répression. On n'a pas mis les forces de police. Hein. Et puis il y a la vague.
il y a la victoire politique. On est dans une phase, je dirais, favorable à ce mouvement. Et je crois que Simone Veil le dit bien, on a été trop longtemps, si vous voulez, sous la chape de la discipline d'usine. Il fallait bien voir à l'époque ce qu'on appelait la discipline d'usine avec les contremaîtres, les gardes-chourmes, comme on l'appelle, les chronométreurs, etc. C'est quelque chose de très pesant. Et là, il y a une espèce de libération. Une libération, on n'est plus en 1938, ça sera tout à fait différent en novembre 1938. Mais c'est vrai. C'est une des grandes caractéristiques des grèves du printemps. On l'a parlé, de l'été, l'embellie, du Front populaire. Et ça a marqué les esprits, ça a marqué. Bon, on a plein de photos dans les entreprises, bon, surtout dans le Midi. Qu'est-ce qu'on fait dans le Midi? On joue aux boules. Bon, c'est bien de jouer aux boules. Et puis pour les entreprises en bord de mer, on va à la pêche. Bon. Bon. Le patronat, là vous citez, lorsqu'on lit les écrits des instances patronales ou même les lettres de certains patrons, c'est pas ça. Ils sont complètement offusqués. Pour eux, l'occupation des locaux, c'est un manquement à la propriété privée. Pas oublier quand même que l'entreprise, c'est une propriété privée. Donc, ils sont dépossédés de leur propriété, ils sont dépossédés de leur pouvoir, et pour certains, il y a un très très fort ressentiment. Il y a un fort ressentiment, ce qui explique toute l'évolution d'une partie du patronat à partir de 1936, avec, bon, certains diront, mieux vaut Hitler que le Front populaire. Bon, pas tous, attention, pas tous. Mais la revanche, il y a une idée de revanche, et c'est la grève du 30 novembre 1938, c'est vraiment, pour certains patrons, quelque chose c'est une revanche. Alors, au niveau des entreprises, des petites unités que vous signalez, c'est vrai que c'est différent. Je crois qu'il faut faire attention. On ne peut pas généraliser ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut toujours tenir compte de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de son ancrage aussi local, parce que bon, la même entreprise à un endroit X et à un endroit Y réagira différemment. Mais ce sont des grèves joyeuses. Oui, alors je vous ai écouté attentivement, et bon, vous parlez d'une époque où il y avait bon, justement une situation au niveau des politiques, du social, du capital, et en fin de compte, on a l'impression que ça n'a pas changé. Actuellement, enfin, ce que vous avez dit pour les années 30, enfin, même plus, ça n'a pas changé. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est peut-être le fait que maintenant, ben, les gens luttent moins et sont moins joyeux de faire la grève, etc. Parce que bon, rien n'a évolué, enfin pour moi, depuis ces années-là, on a l'impression, on est en 2016, on a l'impression que ce que vous nous dites, c'est ce qui est actuel, voilà. Je ne suis pas, en tant qu'historien, je ne sais pas si je suis autorisé à répondre. Bon, rien n'a changé quand même lorsqu'on regarde l'évolution depuis 1936, l'évolution du droit social, il y a eu une sacrée évolution. Ah, au niveau de la remise en cause. D'accord, ouais. Je vois à quoi vous des politiciens qui, il y a des scandales de la situation un petit peu des salariés. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué grâce justement. Mais maintenant, bon, les grèves, c'est plus du tout dans la joie, et c'est peut-être même quelque chose qu'il faudrait revoir, une autre forme de contestation, parce que maintenant, ben, les grèves, tout le monde a l'habitude, quoi. Je crois qu'il y en a peut-être qui ont envie de répondre. Hein. Le dialogue peut se faire dans la salle. Il y a quand même une évolution. Pardon? Il y a quand même une évolution, ne serait-ce que la sécurité sociale. Ah oui, non mais... Alors, il y a quand même un changement. Ah non. Que nous soyons dans une période où on essaie de remettre en cause ce qui est, je suis d'accord avec vous. Il y a une espèce de... Mais, non.
on peut l'expliquer, pas l'expliquer, mais allez-y, vous voulez peut-être répondre? C'est important de parler dans le micro, sinon personne n'entend. J'en profite aussi pour dire, quand vous partez, s'il vous plaît, pensez à jeter un œil sur le chapeau qui maintenant vous attend à la sortie, même si bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, cela va de soi, cela va mieux en le disant bien entendu, cela n'a rien d'obligatoire, mais pour nous, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu. Au sujet des manifestations qui ont eu lieu pendant le Front populaire, j'ai vu à Paris un film à la Cinémathèque du temps de Langlois qui s'intitulait « Français si vous saviez ». Peut-être connaissez-vous ce film. Et on interviewait un ouvrier, plutôt des ouvriers, qui avaient eu affaire à des policiers déguisés en ouvriers, qui se mêlaient aux ouvriers et qui, au besoin, envoyaient des boulons, des pavés sur les flics, habillés en flics évidemment, des provocateurs donc. Et le flic déguisé en ouvrier d'ailleurs, pour lui, c'était amusant, il avait ramassé une balle dans les fesses. Il n'était pas content du tout, bien sûr, mais je veux dire par là que toutes les manifestations sont infestées de provocateurs. Dernièrement, j'étais à Paris, donc j'ai vu pas mal de manifestations, et j'ai vu pas mal de ce genre de choses. Entre autres, vous savez, l'incident qui a eu lieu près de l'hôpital. Il était évident que c'était des provocateurs parce que l'hôpital n'était pas sur le parcours de la manifestation. Et ensuite, à la télévision, on n'a parlé que de ça, évidemment. Alors, autre chose, que pensez-vous de l'expression employée par André Breton, qui à un moment donné a été au Parti communiste, quand il parle du mur d'argent éclaboussé de cervelle? Pardon? Mur d'argent éclaboussé de cervelle. Je crois que c'était assez imaginatif de sa part, mais chaque fois que les partis progressistes arrivent au pouvoir, ils se heurtent au mur d'argent éclaboussé de cervelle. On est d'accord là-dessus. J'ai eu l'occasion en 68 de rencontrer le secrétaire général des industries textiles à Paris. En aparté, il me disait « Je suis au service de gens peu recommandables ». Alors moi, je lui disais « C'est-à-dire » Il me disait « Ben voilà, les banquiers, les industriels grands, moyens, petits, et les politiciens. » Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il a très bien résumé l'ambiance des années 34. Bon, alors, par rapport, si vous voulez, c'est vrai que c'est une interrogation. Lorsqu'on regarde la manière dont que le Front populaire s'est terminé, c'est vrai qu'on peut avoir des analogies avec cette période qui s'annonce. On s'aperçoit qu'on a des slogans qui reviennent. Par exemple, sur les budgétivores, les fonctionnaires qui sont en train de grever les finances publiques. Sur des slogans par rapport aux partis politiques, tous pourris. Bon. Hein, on a cela. Sur le fait que les acquis, enfin disons, se transforment en privilèges. Hein, il y a tout cela. Bon, moi je n'ai pas, si vous voulez, de solution à apporter. Simplement ce que je sais, enfin ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas calquer les réponses qui ont été faites pendant le Front populaire à la situation actuelle. C'est beaucoup plus complexe. C'est plus complexe parce que, et je crois que c'est une des grandes caractéristiques du Front populaire, hein, les élections se font, et j'insiste là-dessus, en favorisant la partie la plus à gauche des gauches, socialistes et communistes. Socialistes et communistes. Je rappelle que les socialistes à l'époque se réclament de la lutte des classes. C'est dans leur statut. Hein, c'est encore dans leur statut. Certains se réclament même du marxisme. C'est dans leur statut. Bon, alors actuellement, on n'a pas, au niveau, si vous voulez, rapport politique, on n'a pas cette
cette veine. On s'aperçoit qu'il y a un glissement au niveau politique vers le centre, voire la partie la plus colorée du Parti socialiste, ou la moins colorée, ça dépend quel teint vous y mettez. Et on a aussi, on n'a pas la situation, si vous voulez, de la SFIC ou du Parti communiste actuellement qui est comme en 1934-36. Je dirais qu'à l'époque, le Parti communiste, il est encore, allez, je dis pas, c'est mal dit, mais il a son avenir devant lui. Il est encore vierge. Il n'y a pas eu, si vous voulez, tout ce que, ça s'est passé à partir des années 50. Et ça, c'est quelque chose qui pèse, il me semble. Hein. Il a une histoire derrière lui, une histoire qui est un peu un boulet, si vous voulez, hein, pour renaître. À l'époque, non. Alors, est-ce que tout cela, il faut être désespéré? Moi, je ne suis pas désespéré, parce que, vous savez, au niveau historique, hein, il y a des situations extrêmement dures qui peuvent durer, mais à un moment donné, ça casse. Ouais. Alors, ça dépend du côté où ça casse, mais ça ne peut, il y a quelque chose qui va se produire. Je ne sais pas où, comment, je ne suis pas prophète, puis ce n'est pas mon rôle, mais la situation ne peut pas rester en état. J'ajoute aussi que on est dans une situation de mondialisation, à l'époque, il y avait encore, si vous voulez, des frontières pour les produits. Maintenant, c'est différent. Il n'y avait pas l'Europe. Bon. Donc, il y a tout cela à prendre en compte. Ça veut dire que il faut tenir compte. Je crois, ce qu'il faut tenir compte du Front populaire, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, c'est le processus unitaire. Je crois qu'on ne comprend pas le Front populaire, à mon sens, hein, je ne sais pas, hein, si on n'a pas cette idée qu'il faut une unité pour arriver. Et ça, c'est quelque chose de récurrent hein, dans les entreprises ici. Même les gens pas syndiqués, si vous faites des enquêtes, ils vous diront très souvent, bon sang, mais qu'ils se mettent d'accord. Et c'est vrai qu'il y a multiplication aussi, et multiplicité des syndicats. À l'époque, il y a la CGT. Bon, CGT, il n'y a rien d'autre à côté. La CFTC, qui date de 1919, elle ne pèse pas. Elle n'intervient pas au niveau des négociations. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais bon, il faut le laisser de temps en temps. Je crois que ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Donc, je ne sais pas comment ça va déboucher, parce que je ne vais pas savoir, hein, ou le dire, mais il faut trouver peut-être d'autres formes, ou réactiver des formes. Et puis, ce qui pèse aussi, c'est quand même la Constitution de 58, 62, avec l'élection présidentielle. Ça, c'est une catastrophe, hein, puisque tout est... après, tout de suite, la première, l'élection, après on prépare la suivante et tout, et ça pèse sur la vie politique, d'autant plus que, qui dit élection présidentielle, dit après législative, il y a tout un schéma là qui est... Alors, je n'ai pas de réponse, hein, je m'excuse d'être aussi vague, mais... Oui, je crois que les gens dans la salle ont peut-être des réponses. Hein. Je vais peut-être, excusez-moi, du coup, je vais peut-être revenir en arrière sur, allez-y. Par rapport au débat là, immédiat sur l'histoire du Front populaire proprement dit. Excusez-moi. Il y a un aspect, disons, dans cette histoire et dans son histoire plus spécifiquement politique, qui me semble aussi intéressant de souligner et qui est une des explications de la façon dont les choses se sont délitées à partir de 37-38. Vous avez parlé, bien sûr, de Munich, de la question espagnole, etc. C'est l'importance relative, mais importance quand même, qu'a joué le mouvement pacifiste dans ces équilibres. Je pense, par exemple, à une force, le syndicat des instituteurs, dont il y avait la prégnance quand même
de la Première Guerre mondiale, la Der Der. Il y avait le poids d'un certain nombre d'intellectuels qui s'étaient exprimés là-dessus et qui s'exprimeront là-dessus. Hein, c'est aussi peut-être une des explications de Vichy, hein, d'une certaine façon à la marge. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui me semble quand même être, non pas une explication essentielle, mais aussi un des éléments qui a fracturé hein, le Front populaire. Oui, il a raison. Oui, c'est pourquoi mourir pour Danzig, quoi. On le dira après pour la suite. Je précise que je ne suis pas historien ni sociologue. Je suis fils d'ouvrier métallurgiste qui a participé aux grèves et donc j'en ai entendu parler. Déjà quand j'avais 8 ans ou 10 ans, j'ai entendu parler de ça. Il y a un aspect, pour revenir sur les rapports banquiers, différents gouvernements du Front populaire, j'ai appris après la déclassification de certains documents historiques, que le gouvernement espagnol, au moment de la République, avait mis à l'abri en France ses réserves d'or. Que la République, devant les difficultés, devant la guerre civile, etc., a demandé le remboursement, enfin, de rapatrier ces réserves d'or, que les différents gouvernants ont refusé systématiquement. Jusqu'à la victoire de Franco, où là, on l'a rendu, la Banque de France a rendu la réserve d'or à Franco. Alors, est-ce que c'est vrai, historiquement parlant, je vous pose la question, et si oui, comment vous expliquez ça? Oui, oui, c'est exact, oui. C'est exact. Bon, alors, comment on l'explique? Je crois qu'il y a une volonté, si vous voulez. C'est les radicaux après qui vont redonner ce comment. C'est plus le gouvernement de Front populaire à proprement parler. C'est plus Léon Blum, mais c'est plus. C'est Chotan, c'est. Oui, ben c'est ça. Ce que je dis sur les radicaux. C'est quand même issu du Front populaire. Ben, vous savez, la Chambre du Front populaire, oui, c'est elle qui va durer jusqu'à Pétain, hein, qui va voter les pleins pouvoirs à Pétain. Amputé quand même des députés communistes. Donc, comme le rappelait que le Parti communiste hein, est interdit en 1939. Alors, comment ça s'explique de la part de Blum? Je crois que ça s'explique parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, c'est ça l'explication fondamentale, l'issue de la guerre civile. Vous savez, la victoire des Républicains, elle n'est pas évidente au départ, même au départ. Hein, puisque bon, ils sont appuyés par, par l'Allemagne, par l'Italie, etc. Il y a bien les brigandistes, mais les brigandistes, on va les retirer, hein, puisque bon, l'attitude de Marty, bon, je ne peux pas insister là-dessus, mais elle était même vilipendée par l'internationale communiste, Marty était obsédé hein, par la lutte contre le POUM, contre les anarchistes. Hein. Donc, il y a de la part du gouvernement de Front populaire cette volonté de garder, c'est pas délibéré, de garder cet or, parce qu'on ne sait pas comment ça va comment basculer. Après, oui, avec Chotan, les radicaux, il y a Munich qui est passé par là, c'est clair, c'est Franco, on normalise. On normalise. Et on envoie Pétain. Et on envoie Pétain, oui. Vous ne pensez pas que Labeyrie, président de la Banque de France, y est pour quelque chose? La Banque de France, elle n'est pas nationalisée. Mais voilà. C'est ça l'erreur. C'est bien dommage qu'on n'ait pas nationalisé. Je rappelle que la Banque de France est une banque privée à l'époque, hein, avec des capitaux privés. Et que le gouvernement, n'ayant pas nationalisé, si vous voulez, cette banque, n'a pas pu peser autant qu'il aurait voulu sur l'économie. Donc on peut dire que c'est une erreur politique de ne pas avoir nationalisé les banques. Oh oui, mais on ne peut pas l'imputer simplement à Blum. Merci. Bien sûr, c'est une erreur. Parce que
on sait très bien qu'avec une banque centrale qui joue son rôle, l'État, banque centrale aux mains de l'État, l'État peut agir. Or, actuellement, on a une sacrée situation, puisque les banques centrales ne jouent presque aucun rôle par rapport à la Banque européenne. Bon. On n'est plus dans la configuration Banque de France. Bon, l'erreur de ces deux Bloom, à mon avis, au niveau, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, c'est de ne pas avoir maîtrisé, ou pas pu, ou pas su, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, les sorties de capitaux, les évasions des capitaux. Ça, c'était terrible. Mais on peut pas... Je voudrais vous demander quelques données sur les mouvements d'extrême droite dont vous avez parlé. Les chemises vertes, on a eu les chemises vertes avec la Lega Nord en Italie, les chemises vertes avec l'extrême droite antisémite en Roumanie. Première chose. Deuxième, c'est une blague, mais où est-ce qu'on peut voir le grand cinéma du Front populaire dont vous avez parlé? On ne pourrait pas les voir quelquefois parce que c'est très intéressant, je pense. Alors, au niveau cinéma, ça c'est vrai que vous allez pouvoir le projeter. Ça a été réédité. Hein. La vie est à nous, la belle équipe, tout ça ont été réédités en CD. Il y a eu toute une réédition, oui, c'est ça. La Marseillaise, je ne vais pas citer la Marseillaise, mais qui a été, si vous voulez, là aussi, réalisée à l'initiative de la CGT cette fois-ci, et avec les bénévoles de l'industrie du cinéma CGT, bon, la Marseillaise. Quand vous regardez bien la Marseillaise, vous le connaissez, comme ce film il est passé plusieurs fois à la télévision, on a tous les thèmes du Front populaire. Hein, l'union du pauvre ouvrier, là, du gars qui ne peut pas payer son éco pour partir, qui va être aidé, l'union avec les couches moyennes, bon, etc. Hein, on a toute cette... et les répliques, vous les retirez de la Marseillaise et vous les mettez sur le front des élections du Front populaire, hein, ça colle. Alors la vie est à nous, c'est intéressant aussi pour la galerie de portraits. Après, vous avez plusieurs dirigeants qui prennent la parole. Il y a une belle galerie de portraits et vous verrez qu'il y en a après qui ont disparu. Bon, ça c'est... Mais c'est très, très intéressant, les auteurs rédits. Alors, pour en revenir à votre question concernant les mouvements d'extrême droite. Vous savez, les mouvements d'extrême droite, fascistes, hein, ou fascisants, hein, on est d'accord, pas l'extrême droite classique, nationaliste. Ils n'ont jamais été très nombreux, en nombre. Bon, Bucard, c'est 3000 personnes. Mais ils sont terriblement efficaces. Ils sont efficaces parce qu'ils ont une discipline militaire. Ce sont des organisations paramilitaires. Et qui ne répugnent pas, si vous voulez, à faire le coup de feu. Hein, ou, etc. Donc, ils sont efficaces. Bon, alors, si on prend les ligues nationalistes classiques, bon, le colonel de la Roque, il n'est pas fascisant, le colonel de la Roque, hein, mais c'est le droit de nationaliste. Il y a 1 million d'adhérents. Hein. Et oui, il y a 1 million d'adhérents. Alors, Dorger, lui, il a à peu près 5000 chemises vertes, mais il n'arrive pas, si vous voulez, à transformer son influence au niveau électoral. Les autres non plus. Hein. Ils n'arrivent pas à transformer. Dorger n'aura pas de député qui, si vous voulez, paysan, au sens... Par contre, l'équivalent, bon, disons, du syndicat agricole à l'époque, c'est 500 000 adhérents, facile. Eux, ils ont des appuis. Alors, où ont-ils leur appui? Soit dans la droite, les députés des droites classiques, soit aussi au niveau du parti radical. Plus tard, mais beaucoup plus tard, si on prend la sortie de la guerre,
il y aura dans l'Allier, par exemple, il y aura une paysannerie qui votera communiste. Mais plus tard, à l'époque, c'est là. Et pour revenir à la manifestation du 6 février, les ligues d'extrême droite, vraiment les gens qui veulent en découdre, ils sont quoi? 5000, pas plus. Oui, mais la manifestation, il y a 200 à 300 000 personnes. Hein. C'est une manifestation bon enfant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tentatives. Il y a eu à un moment donné des tentatives pour envahir le palais Bourbon, j'allais dire le palais Bourbon, hein, pour envahir le palais Bourbon. Peut-être, on ne sait pas trop, et là vous faites allusion, s'il y a eu à l'époque des membres de la police qui ont manipulé la manifestation. Pour l'instant, on n'a pas de... C'est difficile d'avoir des preuves. Hein. Non, c'est tout. J'ajoute quand même, je ne l'ai pas dit, mais au 6 février, il y a une autre manifestation dans la rue. C'est la RAC. Hein, les communistes manifestent aussi sur d'autres bases. Mais quand même, hein, ils manifestent contre le fascisme, mais ils sont encore en train de mettre dans le même sac fascisme et social-démocratie. C'est-à-dire, on manifeste contre le fascisme, mais contre le gouvernement en place. C'est-à-dire, ils sont en retard par rapport à l'évolution qui va se faire très vite. Hein, ça se fait en un an, en un mois, hein, l'évolution du Parti communiste. Ce qui est en bas, c'est pas toujours admis. Hein. Par exemple, bon, je parlais de Thorez, disant qu'il faut savoir arrêter les grèves, etc. Dans les entreprises de Marseille ou sur le port et tout, les dockers surtout, ils ne veulent pas en entendre parler. Il faut que ça soit de Thorez qui vienne à Marseille, tenir un meeting pour pouvoir rappeler. Hein. Alors, il intervient à Marseille le 19 et il va aussi à Gardanne. Là où... Bon, les veines anarcho-syndicalistes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anarcho-syndicalisme est extrêmement fort dans certaines professions, ces veines d'anarcho-syndicalistes, elles sont sur sur l'analyse de Pivert. Tout est possible. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire plus loin, ça veut dire quoi? C'est prendre le pouvoir et faire la révolution. Hein. Sinon, je ne vois pas où on peut aller plus loin hein, au niveau des revendications. Donc voilà, si vous voulez. Bon, après, on voit bien, ces veines-là, que ce soit Doriot, c'est surtout Doriot après, ils vont se mettre, pareil avec les sabianistes, ils vont se mettre totalement du côté de l'Allemagne, hein, puisqu'ils vont envoyer la Légion des volontaires français, etc., en Allemagne, et à la fin de la guerre, il sera Simmeringen, hein, et comment ça s'appelle Sabiani, on va le retrouver dans les monastères du Vatican, qui vont le camoufler à la sortie de la guerre. Il va aller en Argentine et il va revenir après à Barcelone et il va mourir en Barcelone. C'est un peu le cheminement classique hein, de certains collaborateurs. Les monastères du Vatican ont joué un rôle très important. Encore une question? Non? Alors écoutez, merci à Jean Domenichino. Il a apporté quelques exemplaires de ses ouvrages. Celui-ci est de 2006, Le Front populaire Marseille et sa région 1936, et 22 €. Et celui-ci est de cette année 2016, Les communistes des Bouches-du-Rhône en Front populaire, et il vous en coûtera 14 €. Il y en a quelques exemplaires là-bas. Voilà, merci.